Est-ce que vous en avez assez de voir sans cesse Mediapart ou Street Press enquêter sur l'extrême droite? Si vous souhaitez renverser la balance, participez à notre grande campagne de dons défiscalisés d'ici le 31 décembre 2023. Nous cherchons à récolter 50 000 € pour créer ce grand pôle enquête de livres noirs qui fera frémir l'extrême gauche. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon entretien. Michel Gandillon, bonjour et bienvenue chez Livre Noir. Merci de me recevoir. Vous êtes membre du Conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales, expert associé auprès du département sécurité-défense du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et spécialiste du trafic de drogue en France. Vous êtes également l'auteur du livre Drugstore, drogues illicites et trafic en France, un livre dans lequel vous proposez un véritable tour d'horizon du trafic de drogue en France en rentrant dans le détail de la façon dont s'organisent les différents réseaux de trafiquants sur le territoire français. Rentrer dans le détail, c'est justement l'objectif de ces longs entretiens proposés par Livre Noir. Mais avant de commencer, j'invite nos auditeurs à nous soutenir en souscrivant à notre offre d'abonnement annuel pour accéder à tous nos contenus, que ce soit via la consultation de notre site internet www.livrenoir.fr, sur lequel vous pourrez retrouver tous nos articles, ou via la lecture de notre magazine trimestriel. Toute l'équipe de Livre Noir vous adresse par avance un grand merci pour votre soutien. Michel Gandillon, conformément à la tradition de cette émission, nous avons débuté par une citation. Celle-ci nous vient de notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. « S'il n'y avait pas de consommateurs, s'il n'y avait pas de gens qui fument du cannabis, s'il n'y avait pas de gens qui prennent de la cocaïne, il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas de règlement de compte. » Qu'est-ce que cette citation vous évoque ? Pas grand-chose. Une sorte de lapalissade, une évidence sans grand intérêt. Il est évident que le marché, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Donc, citation sans intérêt. Passons vite à autre chose. Alors, pour commencer, on va tenter de faire un point sur la situation actuelle du trafic de drogue en France. Tout simplement, quelles sont les drogues les plus consommées en France ? Alors, les drogues les plus consommées en France, la drogue la plus consommée, c'est le cannabis, en fait, qui se divise entre deux substances, l'herbe de cannabis et la résine de cannabis qui est produite au Maroc. Donc ça, c'est le plus gros marché en termes de consommateurs. Il y a environ 5 millions selon les dernières données publiées par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, à peu près un marché de 5 millions de personnes par an. La deuxième grande substance, et qui connaît une véritable dynamique maintenant depuis une vingtaine d'années, avec probablement une accélération, c'est la cocaïne, qui est produite en Amérique latine, notamment essentiellement en Colombie, où d'ailleurs la production explose. Donc la cocaïne, il y aurait, alors selon des chiffres qui remontent à 2017, environ 600 000 consommateurs par an. Et le troisième grande substance, c'est les drogues de synthèse, et notamment ce qu'on appelle l'ecstasy, qui est une substance amphétaminique qui est consommée surtout dans des contextes festifs et qui a beaucoup augmenté elle aussi. On est à environ, selon les chiffres de 2017, à 450 000, 500 000 consommateurs par an. Et bien sûr, il reste l'héroïne, qui est une vieille histoire en France, puisqu'elle a structuré la criminalité organisée à partir des années 60, avec les filières corso-marseillaises, dites French Connection, dont la consommation persiste, on l'estime à peu près à 150 000 consommateurs par an, et avec une présence très forte dans l'espace rural et les zones périurbaines paupérisées du nord-est de la France. Donc voilà, le marché se structure autour de ces quatre grandes substances. Et puis, il y a aussi des substances comme le LSD, la kétamine, des dérivés de la cocaïne comme le crack, mais dont les consommations sont beaucoup plus marginales.
D'accord. Et au niveau des consommateurs en France, quelles évolutions sociologiques peut-on observer? Alors bien évidemment, comme on assiste depuis 20-30 ans à un fort développement du marché des drogues en France et de la demande, le spectre des consommateurs s'est élargi et touche toutes les catégories de la société. C'est frappant pour le cas de la cocaïne, qui il y a encore 20 ans était une drogue assez chère, donc réservée quand même à un certain public, à une certaine élite, entre guillemets, et qui s'est, entre guillemets, aussi beaucoup démocratisé, puisqu'il y a 600 000 consommateurs dans l'année, alors qu'il y a 20-30 ans, il y en avait quelques milliers, et donc qui touche qualitativement toutes les couches de la société, c'est-à-dire des traders, aux garçons de café, à même des gens très pauvres. Par exemple, on sait que l'offre de cité de cocaïne s'est adaptée à des clientèles à très faible pouvoir d'achat, puisqu'on peut vendre la cocaïne non pas au gramme, mais au demi-gramme pour la rendre plus accessible. Donc ça touche un spectre de la population sur le plan sociologique qui est très large. D'accord. On constate aujourd'hui que les trafiquants ont massivement investi les réseaux sociaux, que ce soit pour écouler leurs marchandises ou pour se constituer leur main-d'œuvre. On l'a vu notamment cet été avec des jeunes de 15-16 ans recrutés sur des réseaux sociaux comme Snapchat. Quelles sont les principales évolutions de ce marché de la drogue et les policiers ont-ils les armes pour faire face à cette modernisation du trafic? Alors effectivement, il y a d'énormes évolutions des modalités d'organisation du trafic de drogue aujourd'hui en France. Vous l'avez cité, il y a notamment le développement de ce qu'on appelle la revente à domicile. C'est-à-dire qu'il y a une partie des consommateurs qui, faute de temps, qui de peur de rencontrer la police ou de prendre un mauvais coup, et avec tout ce qui se passe autour des points de deal, notamment en France, ça peut dissuader beaucoup de gens de s'y rendre. Donc les trafiquants ont trouvé la parade et ont organisé un système de livraison à domicile qui est souvent adossé à des gros points de deal. On a parlé d'ubérisation, mais ce n'est pas vraiment des acteurs nouveaux, c'est des points de deal qui ont décidé d'aller à la rencontre de leur clientèle. Et c'est un phénomène qu'on a vu apparaître il y a une dizaine d'années. Alors pour ce faire, notamment dans la région parisienne, avec le phénomène des cocaïne call centers. Et bien sûr, ils utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les téléphones portables, les réseaux WhatsApp, qui leur permettent de relancer régulièrement leur clientèle, de proposer des prix, faire des campagnes promotionnelles. Enfin, il y a toute une nouvelle économie qui s'est développée effectivement depuis une dizaine d'années autour du trafic de drogue. Et est-ce qu'on peut dire que tout le territoire français est aujourd'hui touché par la drogue et ses trafics, ou est-ce qu'il reste encore aujourd'hui plus compliqué lorsque l'on vit en campagne de se fournir en drogue? Alors, effectivement, on parle beaucoup de développement des trafics de drogue dans les zones rurales, et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le trafic physique, les gros points de deal qui seraient 4000 en France, qui est quand même énorme, un peu moins aujourd'hui avec des démantèlements, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur, mais 4000 points de deal structurés sont quand même essentiellement concentrés dans les grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse. Mais on constate effectivement un développement des consommations dans les zones rurales parce que les trafiquants cherchent, dans le cadre d'un marché qui peut être saturé, notamment pour la résine de cannabis, de nouveaux clients. Et puis, à cause de l'existence d'une réalité qu'on connaît mal, mais qui est importante dans les zones rurales, c'est les petits réseaux d'usagers-revendeurs. C'est-à-dire qu'ils vont essentiellement, d'ailleurs, dans le nord-est de la France, acheter leurs produits de prédilection, par exemple l'héroïne, en Belgique et aux Pays-Bas, qui sont des zones de redistribution secondaire en Europe occidentale, des drogues qui arrivent d'Amérique latine ou d'Afghanistan pour l'héroïne, et donc vont acheter quelques centaines de grammes et les redistribuer autour d'eux. Ça, c'est une réalité qui contribue beaucoup au développement des consommations dans les zones rurales. Et est-ce qu'on sait approximativement aujourd'hui le nombre de personnes qui participent à ce trafic partout en France? Oui, alors il y a des estimations dont la dernière s'appuie sur les enquêtes en population générale de 2017.
qui montrait d'ailleurs que le chiffre d'affaires de trafic de drogue en France a connu une croissance, une accélération très forte entre 2010 et 2017, puisque le chiffre d'affaires aurait doublé, serait passé d'environ 2 milliards à 4, 5 milliards. La fourchette haute de l'estimation, c'est 6 milliards d'euros par an. Et qui a tenté d'estimer le nombre de gens travaillant dans cette économie. Et je crois que le haut de la fourchette, c'est à peu près 400 000 personnes. D'accord. Est-ce qu'on sait à peu près où va l'argent de ce trafic? Où est-ce que cet argent-là, qui est généré tous les jours, est utilisé? Est-ce que elle est principalement réinjectée dans l'économie française, ou est-ce qu'elle a tendance à être blanchie? Alors, il y a plusieurs voies de circulation. Vous imaginez bien que 6 milliards de chiffre d'affaires pour l'estimation maximum, ça suppose effectivement des réseaux de blanchiment de cet argent. Alors, une partie de cet argent sert à la survie des petites mains du trafic qui sont tout en bas, qui, elles, n'ont pas les moyens, même si elles peuvent être payées 80, 100 euros par jour pour faire le guet ou pour s'occuper de la revente de détail. Donc cet argent-là n'est pas blanchi, mais consommé immédiatement. Mais après, pour les sommes, puisqu'un bon point de deal peut engendrer 80 000 à 100 000 euros par jour. Donc c'est l'argent du cash qui nécessite effectivement des structures de blanchiment. Et là, les réseaux sont multiples. Il y avait par exemple une affaire qui est très intéressante qui a eu lieu dans Marseille et Aix-en-Provence, où les trafiquants avaient des hommes de paille et des sociétés écrans qui facturaient en fait auprès d'entreprises du BTP des prestations fictives. Et en gros, si vous voulez, ils prêtaient de l'argent liquide à des entrepreneurs du BTP qui leur permettaient, d'ailleurs, ils avaient besoin d'argent liquide, d'une part parce qu'il y a des entreprises qui sont en crise et en manque de cash, et aussi parce qu'elles ont besoin de payer du travail clandestin. En échange, elles reçoivent un virement, donc là, l'argent est blanchi d'une société pour une prestation fictive. Et après, cet argent partait en Algérie, il part au Maroc, il part beaucoup à Dubaï, qui est un paradis fiscal et pas très regardant sur les capitaux qui arrivent. Et donc, voilà, cet argent peut être blanchi aussi dans l'économie locale, peut servir curieusement d'ailleurs, à la création de compagnies de sécurité privée, à l'achat de restaurants, voilà. Donc ça gangrène en fait toute une partie de l'économie française. D'accord. Et la fabrication des drogues circulant aujourd'hui en France, est-ce que se fait principalement sur le territoire ou à nouveau à l'étranger? Alors principalement hors du territoire français. Donc les drogues, la consommation de drogue contribue au déficit du commerce extérieur français, puisque la résine de cannabis qui est consommée est produite au Maroc. On reviendra peut-être sur le cas du Maroc parce que c'est un des éléments de la difficulté aussi pour les forces de l'ordre de lutter contre ce trafic, vu que le trafic de résine de cannabis est quasiment institutionnalisé au Maroc. La cocaïne qui est consommée provient essentiellement de Colombie, où la production a explosé et a atteint en 2022 des niveaux records avec je crois, près de 1700 tonnes, si je ne dis pas de bêtises, donc ce qui est sans précédent. L'ecstasy est produite aux Pays-Bas et en Belgique. On le sait assez peu, mais l'Europe est en train de devenir un énorme producteur de drogue de synthèse avec les Pays-Bas et la Belgique, mais aussi de cocaïne. Ça, c'est une nouveauté. On a démantelé récemment des laboratoires en Espagne, aux Pays-Bas, susceptibles de produire des quantités énormes de cocaïne et de méthamphétamine aussi. La seule substance qui est produite en France à une petite échelle par rapport à des pays comme l'Espagne et les Pays-Bas, c'est l'herbe de cannabis. D'accord. En France, nous avons la DZ Mafia en référence aux origines algériennes des fondateurs de cette organisation. Pour revenir aux Pays-Bas, ils ont, eux, la Mokro Mafia, en référence aux origines marocaines de plusieurs de ses membres. Que représente la Mokro Mafia aux Pays-Bas, et peut-on envisager un parallèle avec la situation en France et la recrudescence des agissements de certaines organisations ces derniers mois?
Oui, alors la mocromafia a défrayé la chronique aux Pays-Bas et notamment en Belgique à cause des menaces effectivement exercées par un chef de clan qui s'appelle Ridwan Taghi, qui était jugé par l'État néerlandais. Des menaces exercées au plus haut niveau de l'État contre le Premier ministre néerlandais de l'époque, puisque ça a changé, qui s'appelait Mark Rutte, je crois, le ministre de l'Intérieur belge, qui a dû démissionner d'ailleurs récemment, et un membre de la famille royale néerlandaise. Donc, Ridwan Taghi, par ailleurs, s'est rendu coupable d'assassinats de journalistes, d'avocats, et même d'attentats terroristes contre des journaux qui enquêtaient sur ses activités. Donc, effectivement, ça a beaucoup frappé et ça met surtout en exergue l'explosion du trafic de cocaïne en Europe, qui passe notamment beaucoup par les ports de Rotterdam et d'Anvers, avec des quantités absolument inouïes. Par exemple, en 2022, je crois qu'on a saisi plus de 100 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers, des dizaines de tonnes à Rotterdam, et au cœur de ce trafic, on trouve effectivement la mocromafia. Alors, qu'est-ce que la mocromafia ? Curieusement, ce n'est pas une mafia au sens italien du terme, c'est-à-dire une société secrète, enracinée depuis des décennies dans un terreau social donné et cherchant à exercer une influence politique sur la société. C'est une nébuleuse de bandes criminelles dont, vous l'avez dit, beaucoup sont issus de l'immigration marocaine des années 60 aux Pays-Bas et en Belgique, et qui, moyennant la très forte augmentation du trafic de cocaïne, s'est spécialisé dans l'intermédiation, en quelque sorte, entre les acteurs latino-américains et les acteurs européens de ce trafic de cocaïne. Donc, ils se sont beaucoup implantés, notamment dans le port d'Anvers, en faisant recruter des dockers, en menant des opérations de corruption du personnel du port. Et donc, ils ont acquis une puissance formidable. Il faut savoir que le marché de la cocaïne en Europe a quasiment doublé en l'espace de quelques années, génère des milliards et des milliards d'euros. Donc, les groupes criminels qui sont au cœur de cette activité se sont enrichis aussi, ont monté en puissance. Et en fait, vous avez raison, il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe à Marseille et dans d'autres cités, c'est-à-dire la montée en puissance des filières franco-maghrébines du trafic de drogue, qui se sont appuyées d'abord sur le trafic de résine de cannabis, pour des raisons historiques et géographiques et communautaires, vu les liens effectivement avec le Maroc, et qui progressivement ont pris le dessus à l'encontre du vieux milieu traditionnel corse et marseillais sur le marché de la cocaïne. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les cités marseillaises, par exemple, mais c'est pareil en Seine-Saint-Denis, quasiment systématiquement, dans les gros points de vente, on revend de la cocaïne. C'est-à-dire on est passé d'une logique qui était plutôt monoproduit avec la résine de cannabis à des logiques de revente de plusieurs produits, dont la cocaïne. Cocaïne dont on pense qu'aujourd'hui, elle est en termes de chiffre d'affaires en France, le premier marché, la première substance revendue. Pour revenir sur les ports d'Anvers ou de Rotterdam, nos équipes se sont rendues récemment à la fois aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, et notamment sur ces ports-là, on s'est aperçu que l'accès y était vraiment très, très simple. On se rend compte aussi en même temps que la régulation de tous ces trafics est quasiment impossible. Est-ce qu'on note quand même des améliorations dans la façon d'appréhender et d'anticiper ces trafics-là par les forces de l'ordre de chacun de ces pays, ou est-ce que en fait on a accepté qu'il était quasi impossible de contrôler tout ce qui circulait sur ces ports énormes? Oui, alors il faut savoir que, notamment pour la cocaïne, l'énorme majorité de la cocaïne qui circule à travers le monde passe par le vecteur du porte-container. Donc la cocaïne est une sorte de drogue emblématique de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est-à-dire l'explosion des flux marchands à travers le monde, a profité beaucoup au réseau criminel. Il
faut savoir que chaque année en Europe, c'est des dizaines de millions de containers qui passent. On pense que 2 à 3% sont effectivement contrôlés, donc c'est une opportunité extraordinaire pour les trafiquants qui, je le répète, ont su profiter largement de la mondialisation du capitalisme, de l'explosion des flux marchands. Donc la cocaïne, bien sûr, passe par les ports, donc vous l'avez dit, les ports du nord de l'Europe, mais aussi du sud. L'Espagne est une grande zone de transit de la cocaïne qui aborde sur le marché européen. C'est le cas aussi de l'Italie, où le trafic de cocaïne explose, notamment dans le port sous forte influence mafieuse de la ndrangheta de Gioia Tauro. Mais c'est le cas en France aussi, où le port du Havre, on estime que c'est la première porte d'entrée de la cocaïne en France. Et donc, ça pose d'énormes problèmes pour les pouvoirs publics parce que les réseaux criminels tentent de s'installer dans les ports et ça passe par l'intimidation du personnel, le chantage au personnel, le recrutement, la corruption. Enfin, ça pose tout un tas de problèmes. Donc, des millions de containers qui arrivent, dont une toute petite minorité est effectivement contrôlée. Et puis, des réalités physiques. Il faut s'imaginer aujourd'hui ce qui est un grand port comme Anvers et Rotterdam. C'est des centaines de kilomètres de quais. Ce sont des villes et des métropoles dans la ville, très fortement automatisées, donc extrêmement difficiles à surveiller. Donc, effectivement, pour les pouvoirs publics, c'est un défi gigantesque. Alors, vous m'avez posé la question sur la tentative de réponse. Il y a des tentatives de réponse face à l'explosion de ce trafic, notamment les tentatives d'essayer de contrôler à 100% les containers qui proviennent notamment de destinations suspects comme la Colombie, l'Amérique latine en général, le Venezuela, etc. Donc, mais tout ça coûte extrêmement cher. Et d'augmenter, notamment dans le port d'Anvers, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement énorme des effectifs des douanes. Mais tout ça, bien évidemment, est extrêmement compliqué, coûte beaucoup d'argent. Alors je sais que l'Union européenne va essayer de financer, d'aider notamment le port d'Anvers pour essayer de mettre en place des scanners. Et puis surtout, c'est en contradiction avec notre logique d'accélération du monde et des flux de marchandises. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pression contradictoire qui est faite sur les douanes pour essayer de favoriser la vitesse de circulation des marchandises et d'abaisser le niveau de contrôle. Donc on est là dans des exigences contradictoires et qui rendent très difficile la lutte contre le crime organisé. On le voit aussi sur le plan de la prolifération des paradis fiscaux et du blanchiment de l'argent, qui est facilité par les politiques de dérégulation des fonctionnements financiers. Donc on voit qu'on vit dans un monde profondément criminogène. Pour revenir au niveau français, est-ce qu'il y a selon vous du laxisme au sujet du trafic de drogue, notamment de la part de certains élus locaux dont les régions pourraient être plus touchées que d'autres ? Alors, avant de parler de laxisme, parlons d'une réalité qui est effectivement très alarmante en France. J'ai dit qu'il y avait des milliers de points de deal qui couvraient le territoire. Il y a des zones entières qui sont contrôlées, des bouts du territoire français, notamment dans ce qu'on appelle pudiquement les cités, qui sont sous le contrôle de groupes criminels. Il y a une tendance à la perte du monopole de la violence de la part de l'État sur ces zones. Ça concerne effectivement la vie de centaines de milliers, voire de millions d'habitants en France. Donc on a un constat aujourd'hui qui est catastrophique pour l'État, c'est que l'État n'a pas été capable au fil des ans. Ces phénomènes de constitution d'enclaves criminelles ont commencé à se mettre en place il y a 40 ans. Et 40 ans après, on est dans une situation qui est de plus en plus difficile à contrôler. On voit par exemple à Marseille cette année l'ampleur des règlements de compte, des fusillades, des blessés par arme de guerre. Enfin, il y a vraiment un chaos criminel qui est en train aujourd'hui de s'installer en France. Donc on peut tirer de toute évidence le constat d'une faillite de l'État qui depuis 40 ans, ça ne date pas de Darmanin et d'Emmanuel Macron, mais de 40 ans d'aveuglement, d'absence de prise au sérieux de ce phénomène criminel, malgré des lanceurs d'alerte en quelque sorte, qui n'ont cessé. Je pense dans les années 80, d'ailleurs paradoxalement au Parti communiste français,
qui avait alerté dans les années 80 et qui a fait une campagne électorale abordant beaucoup la question de la problématique du trafic en 81 avec Georges Marchais. Donc les alertes du Parti communiste français. Ensuite, de la direction des renseignements généraux dans les années 90 avec le commissaire Lucienne Buitrong qui avait alerté les pouvoirs publics devant la montée en puissance des trafics de drogue sur fond d'incivilité et de violence dans les banlieues. Dans les années 2000, on a eu Didier Perrat, qui était un magistrat, d'ailleurs proche du Parti socialiste, qui a dit que ces phénomènes sur fond de développement de la sécurité posaient des problèmes très importants à la société française. Donc les avertissements n'ont pas manqué, mais malgré tout ça, ça n'a pas empêché ces enclaves criminelles de proliférer, le marché des drogues d'exploser et d'aboutir à une situation aujourd'hui qui est à beaucoup d'égards dramatique, puisqu'on a beaucoup parlé cet été du développement des trafics dans les villes moyennes avec leur cortège de règlements de compte et de blessés. Est-ce qu'on peut, selon vous, en conclure que les politiciens ont peur de s'attaquer au sujet ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer qu'à certains moments, soit on est décidé de prioriser d'autres problématiques, soit pour préserver une pseudo-paix sociale, on est décidé de ne pas s'attaquer frontalement à ces sujets-là? Je crois que quand le phénomène a émergé dans les années 80, 85, dans un contexte où effectivement le modèle des banlieues françaises hérité des 30 glorieuses avec le quadrillage notamment par le Parti communiste, par l'implantation effectivement d'entreprises industrielles qui assuraient quasiment un plein emploi quand ce phénomène a commencé à se désintégrer du fait de la désindustrialisation, de l'arrivée aussi dans le cadre du regroupement familial de familles au code culturel qui étaient profondément différents de ceux qui étaient là déjà et qui ont commencé à partir, de la montée de la délinquance des premières émeutes. Je pense que la réponse, et des premiers trafics qui se sont implantés, la réponse n'a pas été à la hauteur. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de réponse pénale aujourd'hui à ces trafics qui est sous-dimensionné, malgré une dureté de la loi en France qui est considérable. On peut avoir les lois les plus dures et les plus restrictives, mais si on ne les applique pas, voilà, il y a un réel problème. Beaucoup d'affaires de trafic qui seraient justiciables de la cour d'assises, puisque je rappelle que dans le code pénal, le trafic de drogue en bande organisée, que ce soit pour la production, que ce soit l'importation, l'exportation, est passible de 30 ans de prison. Souvent, ces affaires sont correctionnalisées. Et ça traduit effectivement la faillite de l'État, le manque de magistrats, puisqu'on a des niveaux de magistrats pour 100 000 habitants les plus faibles d'Europe. Des problèmes d'effectifs aussi, policiers, consacrés à la lutte contre les trafics. Notamment, il suffit de regarder par exemple l'évolution des effectifs de la police et de la gendarmerie depuis 2007 par exemple, où ces effectifs ont quasiment stagné alors que la population a augmenté de plusieurs millions d'habitants et que les problèmes d'insécurité, de trafic ont explosé. De même d'ailleurs pour les douanes, puisque les effectifs des douanes ont baissé de 25% en 25 ans, alors qu'on aurait besoin effectivement de plus de douaniers pour lutter contre les trafics, notamment dans les ports, mais aussi le trafic intra-européen, puisqu'il est incontestable que Schengen a facilité la circulation, bien sûr, des citoyens de l'Union européenne, mais aussi facilité les trafics de drogue. Donc il y a une sorte de réponse globale qui n'a pas été à la hauteur de la situation. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une situation extrêmement difficile à contrôler. Beaucoup de policiers nous expliquaient justement qu'il n'y a pas de no-go zone, en fait, que les policiers peuvent se rendre n'importe où sur le territoire français
simplement, et il manque de soutien, que ce soit un soutien financier ou matériel. Beaucoup de personnes aujourd'hui aussi s'inquiètent d'un possible déclenchement d'une guerre civile. Beaucoup pensent que s'attaquer au trafic de drogue aujourd'hui pourrait déclencher cette potentielle guerre. Êtes-vous de cet avis? Alors c'est sûr que malgré les vagues de règlement de compte auxquelles on assiste depuis quelque temps, paradoxalement, le trafic, le commerce, Montesquieu parlait du doux commerce, est un facteur de paix sociale. C'est-à-dire que l'intérêt des trafiquants, c'est que tout se passe bien, c'est de ne pas effrayer le client. Donc en fait, le trafic de drogue dans des points très précis des métropoles a pu arranger un certain nombre d'élus locaux parce que c'était la garantie d'une sorte de paix sociale qui était assurée aussi par l'agent de la drogue, qui permettait à un certain nombre de familles, de personnes relevant de foyers paupérisés, de vivre et de survivre avec cet argent. Donc il y avait une forme de tranquillité. Et puis tout ça a été arrosé généreusement, c'est caricatural à Marseille, par ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire le financement des associations, ce qu'on appelle la politique des grands frères, qui a abouti d'ailleurs dans certains cas à des formes franchement abusives. On en parlera peut-être avec le risque lié à la corruption. Donc il y a en fait, oui, tout un système qui s'est mis en place. Alors pour en revenir, effectivement, on parle de no-go zones. Il y a quand même certaines zones, si vous voulez, où les policiers, effectivement, peuvent intervenir. Ça, ils peuvent intervenir, mais à quel prix, à quelles conditions? À condition d'arriver avec des renforts considérables, armés jusqu'aux dents. Enfin, oui, on peut intervenir partout, mais à quel prix et comment? Justement, pour revenir au sujet de la corruption, est-ce que vous pensez que la France peut être touchée ou est déjà touchée par ce phénomène-là, que ce soit au niveau politique, que ce soit par l'intermédiaire de clientélisme ou autre arrangement? Qu'en est-il de la corruption en France? Alors, voilà, on a dit que le trafic de drogue, c'était 5-6 milliards d'euros en France aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'argent et beaucoup de possibilités de corruption de tout un tas d'acteurs. Je vous ai parlé un peu de la corruption dans le tissu économique. Une corruption qui peut toucher des chefs d'entreprise, qui peut être complice de blanchiment d'argent, ou qui peuvent recevoir du cash, moyennant d'ailleurs des taux d'intérêt usuraires parce qu'ils ont du mal à avoir accès au crédit banquier dans un contexte de crise où les banques prêtent peu, etc. Donc ça, c'est la corruption du réseau économique. Il y a la corruption des politiques. Et là, effectivement, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique. Je pense, alors il y a 15 ans, c'est une affaire, mais qui était relativement emblématique des mœurs en vigueur chez certains élus marseillais. L'affaire Sylvie Andrieux, sénatrice et élue du Parti socialiste, présidente du Conseil général, qui finançait des associations, des quartiers dont elle était la représentante, qui étaient contrôlées par des trafiquants, des familles de trafiquants notoires. Des centaines de milliers d'euros ont été dilapidés, et tout ça en échange de quoi? En échange de voix, puisqu'on se sert de certaines familles, et notamment issues du caïda de la drogue, pour rabattre des voix. Et depuis l'affaire Andrieux, on a eu beaucoup d'autres affaires, notamment en Seine-Saint-Denis. Ça a été particulièrement détaillé d'ailleurs par un écrivain qui s'appelle Didier Daninx, qui a raconté les mœurs effarantes dans certaines municipalités, telles Aubervilliers, Bagnolet, Saint-Denis, où effectivement les équipes municipales peuvent recruter des voyous, soit comme membres des services d'ordre du maire, soit pour abattre des voix, ou soit même plus franchement pour travailler dans l'administration municipale. Donc il y a eu des cas à Bagnolet, à Saint-Denis, à Aubervilliers, extrêmement frappants. Et puis on a aussi le pouvoir d'intimidation. Quand un réseau local acquiert une certaine puissance, souvent ces gens sont armés, ils peuvent exercer des phénomènes d'intimidation sur les pouvoirs locaux, et on l'a vu de manière
caricatural à Cantleux, qui est une petite commune au nord de Rouen, de 15 000 habitants, où le maire, d'ailleurs, a dû démissionner et est inculpé, je crois, pour complicité de trafic de stupéfiants, qui subissait des pressions énormes d'une famille liée au trafic dans la ville. Les policiers qui enquêtaient sur ce réseau de trafic avaient été surpris de voir que les membres de la famille étaient en contact quasiment quotidien avec la mairie et où ils pilotaient en quelque sorte la politique de sécurité municipale, puisque quand par exemple le maire a voulu implanter des caméras de surveillance, ils ont dit niet. Enfin voilà, exerçant un véritable pouvoir. Donc je ne sais pas si le maire de Cantleux était corrompu. On n'a pas d'éléments là-dessus, mais en tout cas, je pense que la peur, en tout cas, pour expliquer son comportement, a dû jouer un rôle important. Donc ça, c'est un véritable risque avec la dissémination des réseaux de trafic et la montée en puissance des trafiquants. Eh bien, il y a effectivement, bien évidemment, les risques liés à la corruption. On le voit dans le port du Havre, donc chez les professionnels de ce secteur d'activité, notamment chez les dockers, où il y a eu plusieurs affaires de démantèlement de réseaux de dockers qui étaient corrompus par l'argent de la drogue. Il faut savoir qu'un docker, par exemple, qui va décharger un sac d'1 kilo de cocaïne, va toucher par kilo déchargé 1 000 €. Donc, vous déchargez 10 sacs contenant de la cocaïne, vous gagnez très vite 10 000 €. Un grutier qui va déplacer un porte-container en le mettant à l'endroit approprié et choisi par les trafiquants peut toucher des dizaines de milliers d'euros. Une personne qui travaille dans le staff administratif et qui va recruter des complices des trafiquants va toucher aussi des dizaines de milliers d'euros. Donc la corruption se répand. Il est très difficile de l'évaluer précisément parce que, curieusement, il y a peu d'études de chercheurs en France, mais on peut dire aujourd'hui que la corruption, sans nul doute, se répand. D'ailleurs, quand même, c'est un point qui est très suivi par notamment les services en charge de la répression du trafic de stupéfiants, puisque dans une note sur l'état de la menace, l'OFAS, qui est l'Office anti-stupéfiants, qui a remplacé l'OCERTIS, a fait de la question de la corruption et notamment de la corruption des pouvoirs locaux une question très importante pour l'avenir. Après avoir dressé ce constat pour le moins inquiétant, à quelle étape du trafic l'État français peut-il, selon vous, encore agir ? Où pensez-vous que l'État français a été le plus laxiste au regard de la situation actuelle ? Le plus laxiste, ça a été d'accepter au fil des ans de voir des territoires confisqués par les réseaux de trafiquants, par le fait de voir se constituer des phénomènes d'enclave. Alors, chercheurs comme Gilles Kepel ont beaucoup parlé d'enclave, de constitution d'un régime d'enclave en France organisé autour du contrôle de quartier par le frérot-salafisme, mais le processus a été le même pour le trafic de drogue. Donc ça, je l'ai dit, ça a été la grande faillite de l'État, c'est-à-dire que et qui pose des problèmes de souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté de l'État n'a pas été attaquée que par le haut, c'est-à-dire par l'Union européenne, le désistement de certain nombre de compétences essentielles sur le contrôle des frontières, de la monnaie, donc par une instance supranationale, mais cette souveraineté de l'État est aussi attaquée par le bas et par les réseaux criminels, par le fait que sur des bouts de territoire en France, l'État n'est plus vraiment le souverain. Alors là, c'est dénié par moments par les plus hautes autorités de l'État, mais pourquoi parle-t-on par exemple, de quartiers de reconquête républicaine? Si on parle de reconquête, c'est que ces quartiers ont été perdus, donc il faut les reconquérir. Donc l'État a perdu de sa souveraineté. Et alors on est loin encore en France, quoique des policiers marseillais en 2021 aient parlé de mexicanisation, mais on sait que dans un certain nombre d'États de l'ancien tiers-monde, les phénomènes pris par la croissance des groupes criminels, des organisations mafieuses, est une menace pour la pérennité de l'État.
Aujourd'hui, on a des États dans le monde qui sont des États faillis à cause de la montée en puissance du crime organisé. Et en France, si on ne réagit pas rapidement, on peut se demander si toutes les choses continuent comme elles vont aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, ce qu'il adviendra de la société française. Et est-ce que, comme certains autres experts, vous faites un lien entre l'islamisation de certains quartiers et l'essor de trafic de drogue et de la mainmise de certaines organisations sur les quartiers en France? Alors, a priori, la question de l'islam radical n'a rien à voir avec le trafic de drogue. C'est plutôt deux réalités qui coexistent. Alors, il peut y avoir peut-être des phénomènes de financement du terrorisme. On a parlé, mais là, je ne suis pas un spécialiste de la question, notamment à Molenbeek, d'entreprises terroristes qui ont été financées par le trafic de résine de cannabis. Mais bon, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Ce qui, par contre, est préoccupant, c'est le phénomène de ce que Jean-François Guéraud, un commissaire de la police nationale, a appelé les phénomènes d'hybridation, c'est-à-dire de passage d'anciens truands, d'anciens trafiquants, de voyous, à l'islam radical, via notamment le vecteur des prisons. J'ai dit au début de mon intervention que des centaines de milliers de personnes travaillaient en quelque sorte dans cette économie. Et la majorité sont regroupées au plus bas de l'échelle, parce que le trafic de drogue, 600 000 personnes, ce n'est pas des milliardaires du trafic, c'est une pyramide avec une pointe effectivement de caïds qui gagnent beaucoup de l'argent, et en bas, toute une main-d'œuvre déscolarisés, dont les perspectives d'intégration à la société française sont faibles, qui peuvent effectivement être aujourd'hui tentés de passer ou qui pourraient être un vivier de recrutement de l'islam radical. En tout cas, c'est un point d'inquiétude. Malgré les dénis, on voit quand même transparaître, on l'a vu récemment d'ailleurs, je pense au livre des journalistes du Monde, Davet et l'Homme, qui ont interviewé François Hollande, qui parlait de possibilités de partition dans les années à venir. Et ça a été évoqué par des chercheurs comme Micheron, Keppel, etc., qui parlent effectivement, sous fond d'homogénéisation communautaire, de possibilités, de réalité d'enclave, et pourquoi pas de partition et de sécession dans les décennies à venir. Pour revenir à un niveau plus politique, que pensez-vous des débats autour de la légalisation du cannabis en France ? Est-ce que c'est une option envisageable et quelles en seraient les conséquences selon vous ? Alors, ça peut être une option envisageable, même si pour moi, ce n'est pas la solution miracle pour lutter contre le trafic de drogue. C'est-à-dire, rien ne nous épargnera la nécessité d'une réponse au réseau criminel. Et ça, la légalisation ne résoudra pas le problème, puisqu'on parle de légalisation du cannabis. Il faut savoir que le marché en pleine puissance aujourd'hui, c'est le marché de la cocaïne. Donc, on ne parle pas de légalisation de la cocaïne. Il y a aussi le marché de l'héroïne et de beaucoup d'autres drogues. Il faut savoir que le marché du cannabis et de la résine de cannabis est plutôt en déclin. Donc, la légalisation ne suffira pas. Mais c'est la vieille question de la prohibition. La prohibition de l'alcool a eu des effets catastrophiques aux États-Unis en livrant le secteur de l'alcool, de la production d'alcool à la mafia italo-sicilienne. Donc certains disent qu'effectivement, la légalisation du cannabis permettrait de soustraire 1 milliard, 2 milliards d'euros à ces groupes criminels. Mais ce qu'il faut regarder, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, on parle beaucoup dans le vide. C'est-à-dire qu'en France, on parle de légalisation comme une solution miracle, alors qu'on a beaucoup d'expériences de légalisation en cours dans le monde. Et notamment, j'ai participé à des études sur la légalisation du cannabis aux États-Unis. Et j'en ai acquis en tout cas la certitude qu'il fallait certainement pas imiter le modèle américain, qui est un modèle commercial, où la production du cannabis est confiée à des entreprises dont la logique est bien sûr l'accumulation maximale du capital et effectivement d'augmenter leur part de marché, donc de développer la consommation. Et ce qu'on voit aux États-Unis, dans beaucoup d'États, c'est une explosion de la consommation de cannabis, ce qui n'est a priori pas l'objectif recherché par la légalisation, et la mise sur le marché, parce que la marijuana, c'est largement dépassé aujourd'hui, c'est de formes de résine, d'huile de cannabis
qu'on appelle des concentrés, avec des taux de THC, le principe actif du cannabis, à 60, 70, 80%, et qui posent des problèmes, qui sont en train de poser des problèmes de santé publique considérables. Donc, s'il y a un modèle dont il faut se méfier de légalisation aujourd'hui, c'est bien celui adopté par une majorité d'États américains. Pour conclure cet entretien, beaucoup s'inquiètent ces derniers temps de l'importation en France et en Europe d'une drogue qu'on appelle le fentanyl, ce qu'on appelle la drogue du zombie. Beaucoup de vidéos ont circulé, ensuite des vidéos des vidéos pouvant nous inquiéter sur la prolifération de cette drogue sur le territoire français. Ensuite, il y a eu certains démentis. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est sur l'essor de cette drogue-là en France et en Europe. Qu'en est-il ? Oui, alors il faut rappeler peut-être aux téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, aux auditeurs, que le fentanyl, c'est un opioïde donc, qui appartient à cette famille comme l'héroïne, comme la morphine, qui était d'abord un médicament utilisé extrêmement puissant, hein, 50 fois plus puissant que l'héroïne, 100 fois plus puissant que la morphine, qui a été synthétisé dans les années 60, qui a été utilisé dans le cadre de la chirurgie lourde et pour aussi comme traitement antidouleur pour des patients souffrant souvent de cancer en phase terminale. Et en fait, le commerce de cette drogue aujourd'hui est contrefaite par un certain nombre d'acteurs criminels qui sont situés en Chine et de plus en plus au Mexique. Et cette drogue, donc, qui est vendue par des trafiquants, provoque la mort de dizaines de milliers de personnes chaque année aux États-Unis. La crise des opioïdes au sens large, hein, qui ne se résume pas qu'au fentanyl, on ne va pas revenir sur l'Oxycontin et le rôle de l'industrie pharmaceutique dans la crise sanitaire la plus grave hein, que vivent les États-Unis de leur histoire, qui a tué 700 000 personnes en 20 ans aux États-Unis, qui continue d'en tuer des dizaines de milliers, comme je l'ai dit. Donc cette drogue a des effets catastrophiques du point de vue sanitaire aux États-Unis et au Canada. Alors la grande question qui se pose, elle m'a été posée d'ailleurs par des policiers, c'est le risque que cette drogue débarque en Europe. Alors jusqu'à maintenant, on était plutôt optimiste, c'est-à-dire que les signaux qu'on a étaient plutôt extrêmement faibles, parce que tout le champ de l'usage illicite des opioïdes est occupé quand même globalement par l'héroïne. En France, il y a environ 150 000, 160 000 usagers par an d'héroïne. Héroïne qui est produite en Afghanistan. Mais il y a un problème qui se pose et qui est très paradoxal, c'est qu'on craint pour les mois qui viennent une pénurie d'héroïne sur le marché européen. C'est-à-dire que l'héroïne qui alimente le marché européen arrive d'Afghanistan par la fameuse route des Balkans, qui est vraiment la grande route de l'héroïne dans le monde. Et vous savez qu'en 2022, il y a eu une fatwa du chef des talibans qui a interdit aux fermiers de planter le pavot à opium. Et cet interdit, on était très dubitatif à l'époque, en se disant « mais l'Afghanistan ne peut pas se passer pour son fonctionnement économique de l'héroïne et de l'opium, parce que ça fait vivre beaucoup de familles dans un contexte campagnard et rural sinistré par des décennies de guerre ». Donc on était très sceptique sur la possibilité de faire respecter cet interdit. Et en fait, on se rend compte, on a des images satellites sur les champs, notamment dans la région du Helmand, qui montrent un effondrement des superficies de pavots à opium. Donc avec le pavot à opium, on produit de l'héroïne et il est à craindre, c'est paradoxal, une pénurie d'héroïne sur le marché européen qui serait compensée, possiblement, c'est une hypothèse, par l'arrivée de fentanyl. C'est-à-dire que les trafiquants latino-américains profiteraient de cette sorte de fenêtre d'opportunité pour essayer de placer du fentanyl. Donc c'est un vrai risque. Les autorités européennes en la matière de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui est à Lisbonne, a lancé un certain nombre d'alertes et c'est un phénomène à surveiller.
Et vous pensez que c'est à surveiller ou que possiblement le fentanyl est déjà en circulation? Alors, il y a eu des cas de circulation d'opioïdes de synthèse, mais notamment dans l'Est de l'Europe, dans certains pays baltes et du nord de l'Europe. On a eu des signaux en Irlande récemment, mais je n'ai pas suivi la question de près, où il y a eu une vague de quelques 25 morts par overdose liées à des opioïdes. Donc il faut être bien évidemment extrêmement vigilant quand on voit les ravages de la crise des opioïdes aux États-Unis. Merci Michel Gandillon pour cet entretien passionnant et éclairant sur l'état plus qu'inquiétant du trafic de drogue en France et dans le monde. J'invite vivement nos auditeurs à se procurer votre livre Drugstore, drogue illicite et trafic en France pour creuser ces sujets et les combattre plus efficacement. Peut-être que vous voulez en dire un mot pour conclure. Je précise que c'est les éditions du Cerf qui ont publié ce livre et que j'ai voulu faire, en fait, c'est un livre aussi sur l'état de la société française. Et au départ, j'avais pensé à un sous-titre qui serait « La France au miroir des drogues illicites ». C'est-à-dire, je regarde dans le miroir des drogues et qu'est-ce que ça dit de notre société. Et là, c'est effectivement, que ce soit sous l'angle des consommations, que ce soit sous l'angle des trafics, que ce soit sous un tas d'angles, en fait, la situation n'est pas brillante. La question des drogues est un fantastique révélateur de la crise que traverse la société française, crise qui est multiple, crise de la souveraineté, crise sanitaire liée à l'augmentation des consommations, et que tout ça, à terme, est susceptible de menacer la cohésion nationale et donc pose des défis qu'on peut qualifier à échéance de 10 ans, 20 ans existentiels. J'invite également nos auditeurs à se procurer notre magazine en kiosque ou sur notre site internet www.livrenoir.fr. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Un grand merci et à très bientôt. À bientôt. On peut qualifier à échéance de 10 ans, 20 ans existentiels. J'invite également nos auditeurs à se procurer notre magazine en kiosque ou sur notre site internet www.livrenoir.fr. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Un grand merci et à très bientôt. À bientôt.